Andrea Weiner, vous êtes diplômée des Arts Déco de Paris. Vous avez d'abord travaillé comme graphiste et directrice artistique, essentiellement dans la presse. Vous avez aussi ouvert une librairie culinaire et un lieu de rencontre à Paris en 2007 avec Laetitia Bertrand. Vous avez créé une marque d'objets et d'accessoires liés à la cuisine et à la maison, qui s'est notamment développée en France, en Europe et en Asie pendant plus de 10 ans. Vous vivez aujourd'hui à Amsterdam, où vous terminez un master en gestion des ressources environnementales avec une spécialisation énergie. Et il me semble que le projet sur lequel vous travaillez, c'est un projet lié aux éoliennes dans un contexte urbain. Exactement. Alors, je dis tout de suite, je suis très intimidée, donc je vais essayer de pas trop bafouiller, mais ça va être dur. Donc voilà. Il y a des images aussi pour vous soutenir. Elles vont être projetées, voilà, ça Voilà. commence. Donc, c'est pas tout à fait un projet, c'est plutôt un rêve, hein. On n'en est pas encore au stade de la réalisation du projet, plutôt au stade de l'écriture. Donc, je ne sais pas pourquoi cette diapo elle dure si longtemps, mais voilà. Bon, voilà, je ne vais pas continuer sur mon parcours parce que tout a déjà été dit. C'était juste pour vous montrer un petit peu à l'image de cheminement. Pour expliquer un peu oui, comment je suis arrivée à ce projet, notamment en tant que créatrice d'une marque d'objets. J'étais exposante au Salon Maison et Objets pendant 10 ans, 2 fois par an. Certains d'entre vous connaissent le Salon Maison et Objets. Donc, il faut venir avec une nouvelle collection tous les 6 mois. Là, c'est une image d'un bout d'un hall. Il y en a 8 comme ça, 2 fois par an, donc remplis de stands, remplis d'objets. Qui vont se Très vendre. gros salon professionnel. Voilà, Oui. et qui pour la plupart vont finir à la poubelle. Euh, voilà. Et donc on est vite saturé, on se demande vite pourquoi on fait ça. Il y a parfois la question des ressources qu'on n'a pas et celles Voilà. qu'on gaspille. Exactement. Donc voilà, donc ça fait partie de tout un chemin. Pendant les années où je travaillais aux maisons, où je travaillais sur nos collections, on dessinait beaucoup. Je passais beaucoup de temps à regarder les toits de Paris, puisqu'on les dessinait, on vendait beaucoup une image de toits de Paris. Et en regardant ces toits de Paris, je me eu l'idée de... Enfin voilà, je me suis dit, mais pourquoi on ne mettrait pas des petites éoliennes là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des petits moulins en bois qui fabriqueraient un peu d'énergie pour ce toit? Et puis la question se posait tout de suite de comment les fabriquer. Est-ce qu'on se lance à nouveau dans une production en série, dans du stock, dans des choses comme ça, ou est-ce qu'on peut imaginer des lieux où on met à disposition des compétences, des outils pour que les gens viennent construire, fabriquer leurs propres moyens de produire de l'énergie, avec peut-être des matériaux de récupération, en étant le fruit d'un travail collectif à la fois physiquement et à la fois en termes de création. Je commençais à chercher un petit peu autour de voir ce qui se faisait. Et il y a déjà beaucoup d'exemples, hein, beaucoup de choses qui se font dans l'autoconstruction. Alors, il y a beaucoup de... typiquement, il y a le réseau Tripalium qui fait exactement ça. Ils organisent des stages où des participants viennent pendant une semaine faire une éolienne. Donc j'y étais, j'ai suivi un stage l'année dernière. On a construit une éolienne dans le Pas-de-Calais destinée à produire de l'électricité pour pomper de l'eau pour une initiative maraîchère. Il y a aussi des exemples des Fab Labs, des lieux où des gens viennent utiliser des outils et aussi des compétences qui sont mises à leur disposition. Il y a bien évidemment un grand mouvement émergent des coopératives d'énergie citoyenne. C'est sûr que dans le milieu urbain, c'est surtout de l'énergie solaire. Voilà, alors, toutes ces images d'inspiration que je vous montre, c'est un peu pêle-mêle, mais l'idée est quand même ça existe, des gens qui s'organisent pour produire de l'énergie autrement. Et est-ce que c'est compliqué de produire comme ça des éoliennes? Ça demande de produire. Alors, par exemple, on s'est mis à 10 pendant une semaine pour en faire une. Ça demande quand même de faire venir des aimants qui, pour la plupart, sont fabriqués en Chine. Oui, c'est pas gagné, mais c'est pas impossible. Et surtout, c'est possible avec peu de moyens. Par exemple, une éolienne Pigot, qui est donc le modèle qui est fabriqué par Tripalium, ils évaluent la toute petite, celle qui fait 1,20 m de diamètre et qui est à 200 watts de capacité. Et ils l'évaluent à 350 €, par exemple, sur le site Low Tech Lab.
Donc voilà, mais Ce ça qui est pose un quand coût même plutôt raisonnable, finalement. plutôt Donc, raisonnable. ça peut Oui. être une éolienne assez low-tech, finalement. Ça peut exister. Mais maintenant, on en vient au problème suivant, qui est que le vent à ville, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait du vent. Il y a des immeubles, ça crée des turbulences, ça crée des couloirs. Donc, pour qu'une éolienne marche bien, il faut un vent stable. Donc, il faut de la hauteur. Et donc, le petit éolien urbain, il y a pas mal d'études dessus, parce que quand même, d'ici 2050, il y a 70% de la population mondiale qui va vivre en ville. C'est quand même une ville qui a un grand besoin d'énergie. Il n'y a pas du soleil tout le temps. Il y aurait un potentiel, mais il faudrait commencer par prendre des mesures. Par prendre des mesures très localisées pour savoir exactement sur combien de vent on peut compter à tel endroit. Ça n'a pas été fait encore. Enfin, ça se fait pour les cadastres solaires, par exemple. Dans la plupart des villes françaises, aujourd'hui, il y a des cadastres solaires qui permettent d'évaluer le potentiel de son toit. Donc voilà. Et ça, c'est pour quelle raison? C'est parce que c'est une technologie qui n'est pas encore arrivée à maturité, comme le solaire, ou pourquoi il n'y a pas autant d'intérêt? Il y a une question de budget. En fait, je ne sais pas exactement tous les terrains des aboutissants. Voilà mon point d'interrogation. On en est où? C'est souvent mis en rapport l'énergie qu'on peut retirer, donc l'argent, le bénéfice qu'on peut retirer avec le coût de la machine elle-même. Et aujourd'hui, les machines, elles coûtent assez cher. Mais si on les fait soi-même avec des matériaux de récupération, elles pourraient coûter moins. Enfin, c'est tout ça. Donc, oui, on a changé de slide à la suite de ma question. En vrai, donc, j'en étais arrivée à un point de... Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai parlé de ce projet à l'université où je fais des études aujourd'hui, où il y a une structure comment ça s'appelle, une pépinière de start-up. Et j'ai rencontré vraiment une réponse en face, des gens qui m'ont dit pourquoi on ne ferait pas un pilote, pourquoi on n'essaierait pas un prototype, on le mettrait sur le toit de la fac, c'est haut, c'est dégagé, et puis on verrait comment on prendrait des mesures, on verrait comment ça marche. Seulement, cette structure, elle soutient des projets qui ont vocation à aller sur le marché, ce qui n'est absolument pas le cas de ce rêve aujourd'hui. Pas Donc, encore. il y a peut-être une possibilité de pousser plus loin le projet avec une autre structure de la fac qui, elle, met en rapport justement des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des artisans pour des projets plus expérimentaux. Et en l'occurrence, l'étape qui s'ouvre maintenant, c'est de dire quelle serait la valeur de ce projet. Parce qu'au-delà d'un certain nombre de kilowattheures, où c'est sûr, une petite éolienne sur le toit d'une université ne va jamais être efficace en comparaison à une éolienne offshore, quelles sont les autres valeurs qu'on peut retirer sur la façon de fabriquer les objets en général, et puis la façon de fabriquer l'énergie en particulier, et puis une démarche pédagogique à la sobriété énergétique et à l'éducation de l'énergie. Donc voilà où ça en est. D'accord. Aujourd'hui. C'est un beau projet de 4e révolution industrielle, finalement. Ça serait pas mal. Parce que c'est l'idée dans la 4e révolution industrielle d'avoir une production d'énergie qui se fasse de manière décentralisée par les gens eux-mêmes, sur le lieu même où c'est consommé, en fait. C'est un mouvement qui émerge et qui est de plus en plus important. Je ne suis certainement pas la seule à en parler ce soir.